on a confiance en soi. Et puis ensuite, on a confiance dans les autres. Ce sont deux domaines différents qui recouvrent en fait deux équations différentes. Et c'est ça qui est intéressant. La confiance en soi, d'abord, c'est une équation à trois inconnues que sont l'expérience, tout d'abord, une expérience bénéficiaire positive. Il faut avoir fait une expérience particulière pour pouvoir se dire qu'on a confiance, eh bien, par exemple, en son jugement. Ensuite, il faut avoir un constat de la pertinence en fait de cette décision, c'est-à-dire avoir réellement conscience que ça a eu une action positive. Et puis au final, eh bien, c'est la croyance en notre capacité à faire, c'est-à-dire qu'une fois que l'on a réuni cet élément, l'expérience personnelle positive, hein, la pertinence, le constat de la pertinence en fait de notre décision, eh bien le troisième élément, ça va être de se dire, eh bien, je sais qu'à certains moments, je peux avoir confiance en moi. Ces trois paramètres-là, donc, vont cimenter d'une certaine manière, eh bien, ce que peut être la confiance. Alors, cogito ergo sum de Descartes, on n'est pas très très loin, mais on est un petit peu plus éloigné, en revanche, de ce que Socrate disait sur je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Ici, une fois que l'on a acquis, donc, justement, la confiance en soi, eh bien, je sais que je sais faire. En l'occurrence, c'est ça qui nous intéresse. Premier élément donc de définition en quelque sorte de l'équation confiance en soi. Pour ce qui concerne la confiance dans les autres, dans les systèmes, etc., eh bien, on est sur quelque chose d'un petit peu plus subtil. On est là encore sur trois éléments. Le premier, c'est celui de la bienveillance. On commence à avoir confiance en nous, dans les systèmes, etc., lorsque l'on s'aperçoit que ces systèmes ou ces personnes sont bienveillantes à notre égard. C'est intéressant parce que là encore, il y a une dimension qu'on va regarder ce que font les autres, on va voir comment est-ce qu'ils se comportent avec nous, et nous-mêmes, en fait, nous participons grandement à cet effort de conscience quand nous-mêmes, nous sommes avec cette attention à l'égard d'autrui, cette empathie particulière, et puis cette espèce de générosité désintéressée. Donc, bienveillance dans un premier temps. La deuxième, c'est, on en a beaucoup parlé toute la journée, c'est l'intégrité, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire qu'il faut véritablement avoir une véritable lisibilité, une véritable honnêteté par rapport à tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit. Et ces éléments-là, donc, vont permettre de cimenter, là encore une fois de plus, ce que peuvent être les paramètres de la confiance. Et le troisième élément, c'est la capacité, c'est-à-dire je suis en capacité de faire, vous êtes conscient que je suis la bonne personne au bon endroit pour faire les choses. Eh bien, ces trois éléments-là vont permettre donc d'asseoir correctement ce que peut être la confiance. Existe-t-il des modèles fiables d'évaluation de la confiance? La question est plus compliquée qu'il n'y paraît. Si on entend par modèle fiable des outils qui mesurent la confiance, la réponse est oui. Si on entend des outils qui arrivent à probabiliser, c'est-à-dire à anticiper relativement des endroits ou des catégories sociales ou nationales propices à des mauvaises réactions, à des crises, la réponse est oui. Si on entend par modèle des éléments, des outils qui permettent de comparer toutes choses égales par ailleurs des éléments de confiance, ma réponse est plus réservée après 25 ans comme professionnel ayant dirigé un institut de sondage. Pourquoi ? Parce que je crois, ça vient d'être dit justement, que la confiance, c'est une façon de s'approprier le réel qui vous entoure, de sorte de se mettre en mouvement. Et donc, les outils qui mesurent la confiance dans un pays, dans une entreprise, dans une région, sont des outils qui vont mesurer des comportements qu'il faut comprendre dans une spécificité qu'est la question de l'imaginaire, ce que j'appelle l'imaginaire. J'appelle imaginaire la façon dont des individus, des groupes sociaux, des pays s'approprient le réel au travers de mises en perspective de représentation.
C'est donc effectivement, les imaginaires, ce sont des éléments qui sont consubstantiels à chaque individu, groupe social, pays, et cette façon de s'approprier le réel est, me semble-t-il, différent selon les pays. Ce qui fait qu'on peut avoir des indicateurs homogènes qui comparent des éléments de confiance en interrogeant, j'y reviendrai tout à l'heure, différents pays, différentes entreprises. On va bien mesurer quelque chose, mais la question la réponse à la question qu'est-ce qu'on mesurait exactement nécessite de rendre compte des spécificités de chaque imaginaire. Et pourquoi, à ce point, les Français aiment-ils bien d'avoir des indicateurs qui comparent? Eh bien, je crois que justement parce que notre imaginaire a cela de particulier que depuis la nuit des temps, pour faire fonctionner ensemble ce qu'on aurait à faire comme Français, on a besoin de trouver entre nous des standards qui dépassent la singularité des situations. D'où le premier paradoxe des outils d'instruments dans l'imaginaire français, c'est que nous avons un imaginaire qui, de sorte de faire vivre ensemble la diversité qui nous est consubstantielle, va chercher des outils d'analyse, la statistique, mais aussi les études d'opinion, qui ont comme caractéristique presque première leur capacité de standardiser des comportements humains à l'intérieur de notre pays en s'autonomisant du réel. En s'autonomisant du réel. Afin de comprendre ce que nous avons essayé de faire ici aux États-Unis, nous avons décidé de mettre en lumière la différence entre deux concepts différents. En premier, ce qu'on appelle public trust, c'est-à-dire, je parle espagnol, donc du coup, c'est la même problématique en espagnol et français de trouver un mot différent pour trust et confidence. Voici donc les distinctions que je voudrais faire entre ces deux concepts. Donc, le public trust, c'est donc la conviction de la société civile que le gouvernement va s'impliquer dans des actions avec des bonnes intentions, c'est-à-dire de faire augmenter le bien-être public. Donc, on voit que l'intention mène à une action et que cette action est interprétée en tant qu'un comportement, le comportement du gouvernement, bien entendu. Puis, le public confidence, donc le deuxième diapositive, traite de la conviction de la société civile que lorsque le gouvernement s'implique dans des actions, qu'il soit capable de produire les résultats escomptés de telles actions. C'est-à-dire que la capacité du gouvernement mènera à des résultats. Et que c'est donc lié à la performance du gouvernement. Et ici, nous relions les deux concepts. Prochaine diapo. Donc, nous voyons la confiance, faire confiance au et être confiant en. Mais ici, comment nous relions les deux mécanismes dans les résultats. Donc, intention mène à l'action, qui mène à des résultats, lorsque c'est couplé avec la capacité à le mener à bien. Je dirais que nous sommes dans une culture nous sommes dans la culture du rationnel. On a été éduqués, et en Europe et en France en particulier, on est dans un système extrêmement rationnel où on fabrique des élites qui dirigent et qui argumentent, essayent de convaincre. Et pour convaincre, se servent de tableaux, chiffres, graphiques, tout un ensemble d'éléments rationnels qui font qu'ils vont créer ou pas l'adhésion et la confiance. Or, on s'aperçoit de plus en plus que parce qu'on est actuellement bousculé, parce que le modèle est en doute, d'ailleurs, je veux citer l'exemple des indignés, c'est ni plus ni moins qu'un manque de confiance et qu'un questionnement, c'est un questionnement, donc c'est une forme de doute, eh bien, ce doute, on s'aperçoit que pour l'effacer, il faut peut-être quitter le domaine
du rationnel pour revenir sur un élément extrêmement important qui est la mise en perspective et redonner un sens aux choses. Et là, on sort, on passe du cortex, hein, si on en avait déjà parlé, on passe du cortex au niveau cérébral au système limbique, où là, on va faire appel à autre chose, les émotions, etc. Et on sait bien que quand un homme politique touche les électeurs sur leurs sensibilités les plus profondes, mais quand un chef d'entreprise arrive à recréer cet engouement, parler aux tripes plutôt qu'au cerveau, eh bien, on arrive à faire des choses assez fantastiques. Et pourquoi il faut faire ça? Parce qu'on voit bien qu'on est au bout d'un système. C'est-à-dire que quand on est obligé de faire des actions dans le but finalement de valoriser l'entreprise sur du court terme, on va prendre des décisions qui peuvent favoriser l'entreprise sur un très court terme, donc sur sa valorisation court terme, mais qui vont peut-être nuire à l'entreprise sur un moyen long terme. Ce qui est totalement l'inverse de ce qu'on doit faire au fond. Mais a-t-on le choix? Plus trop en ce moment. C'est-à-dire que le système est fait de telle sorte qu'on est obligé de s'alimenter là-dedans, ce qui fait qu'on crée le doute. On crée le doute au niveau du citoyen qui se dit finalement, on ne retrouve pas en action ce qui nous a été dit. On peut aussi créer le doute dans l'entreprise, et c'est pour ça qu'à l'intérieur de Hewlett-Packard, on essaie de créer ces modèles-là. On est en liaison d'ailleurs avec un professeur qui s'appelle Michael Porter, que tout le monde connaît, pour travailler sur ces notions-là et essayer de recréer un modèle où on redonne de la confiance, ce qui ne veut pas dire, attention, hein, ce qui ne veut pas dire qu'on abandonne les fameux indicateurs de performance. Demain, Hewlett-Packard va annoncer ses résultats dans 2 jours, on va annoncer nos indicateurs de performance économique et financière. Il les faut. Mais demain, il faut bien autre chose que ça. Il faudra bien autre chose que ça. Il y a quand même quelque chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on demande de plus en plus aux entreprises. Donc les autorités anciennes ayant disparu, s'étant effondrées, on est en train de demander aux entreprises d'incarner des choses complètement invraisemblables. Effectivement, d'être des acteurs économiques, sociaux, environnementaux, de proximité, absolument formidables, et pour leurs salariés, et pour les territoires, et pour leurs clients, et pour tout le monde. Donc on est en train de demander aux entreprises d'incarner des héros modernes comme on ne l'a jamais fait jusque-là. Alors, évidemment, pourquoi aujourd'hui on s'intéresse à la confiance? Eh bien, la réponse est un peu dans la question. C'est parce que c'est en train de s'effondrer complètement et à une vitesse absolument vertigineuse. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à la confiance. D'ailleurs, moi je m'étonne toujours qu'on ait du mal à la définir. Alors, des définitions, il y en a 21 connues aujourd'hui. La plus simple, c'est un état de conscience entre le savoir et le non-savoir. Et il y a beaucoup plus compliqué, je vous en fais l'économie, mais aujourd'hui, c'est intéressant de la définir. Regardez, aujourd'hui, on n'a même pas tenté de faire le ménage entre confiance et croyance, c'est totalement différent. Entre défiance et méfiance, c'est totalement différent. Toujours est-il qu'on a besoin de comprendre quel est ce phénomène et on a même aujourd'hui aussi besoin de le mesurer. Alors, pourquoi? Parce que c'est éminemment humain. Je pense que dans les propos de Gérald, de Stéphane également aujourd'hui, il y a le fait qu'une entreprise ne peut plus se contenter d'être dans la transaction. Donc elle va être dans la relation. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que l'entreprise, enfin, on dit la marque aujourd'hui, la marque est complètement anthropomimétique. C'est-à-dire qu'en tout point, elle ressemble, comme l'aurait dit Coluche, à un mec formidable. Elle a une mission, elle a une vision du monde, elle a un comportement, une manière d'être aux autres, elle a des combats, des amis, des ennemis, des valeurs, etc., etc., etc. Ça, c'est une marque. Une marque, elle est anthropomimétique. Donc, il est extrêmement intéressant de comprendre comment, avec tous les efforts que font les marques aujourd'hui, et je peux vous assurer que pour en voir tous les jours, ces efforts ne sont pas comptés, malgré tout, la confiance diminue, la confiance dans les marques diminue. Donc, il est vraiment extrêmement intéressant de mesurer cette confiance aujourd'hui, et moi je suis extrêmement surpris, depuis le temps qu'on épluche des études, tout compte fait, on dit est-ce que vous avez confiance dans ceci, est-ce que vous avez confiance dans cela? Oui, non, et on peut rien en faire. On s'intéresse depuis une douzaine d'années au modèle de confiance interpersonnelle, donc
qu'on connaît très bien, hein, au plan académique, on connaît très très bien ce modèle de confiance interpersonnelle, et on a essayé de l'appliquer aux marques, et il se trouve que ça fonctionne pas mal du tout. Donc c'est le modèle que décrivait Christophe tout à l'heure. On décompose la confiance en 3 composants qui sont la compétence, l'intégrité et la bienveillance. Et je pense que Stéphane Rosès ne va pas me contredire là-dessus, avec sur des populations ciblées, en 12 à 15 questions bien vues, on arrive à mesurer la compétence, l'intégrité et la bienveillance, qui sont ces composants de la confiance, et sur lesquels on peut commencer à agir pour la rétablir. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que moi, je me trouve un peu dans le système marchand. Là, je suis impressionné par la qualité des personnes qui sont ici, qui sont plutôt de l'autre côté. On en a souvent parlé, Pierre. Mais je me demande si on n'est pas en train de regarder le fonctionnement de ce système CIB, la compétence, intégrité, bienveillance, même dans le monde public et notamment dans le monde politique. Enfin, moi, je suis toujours surpris en ce moment, là, on est en pleine période électorale, combien chaque acteur de cette élection présidentielle utilise, pour faire du mal à l'autre notamment, ces dimensions de composants de la confiance. Hein. De Sarkozy, on dit que lui, il a vraiment des problèmes avec l'intégrité, avec la bienveillance. De Hollande, on va dire qu'il a des problèmes de compétence. Donc, on est en train d'utiliser de facto déjà ces composants de cette trilogie compétence, intégrité, bienveillance, qui, je pense, a un peu d'avenir. Nous, la confiance, au final, elle se résume à une chose. On signe des contrats chez nos clients. Ce sont des contrats qui sont extrêmement importants, qui peuvent se chiffrer en dizaines de millions d'euros, en centaines, parfois en milliards. Et quand il s'agit de délivrer quelque chose au client, en tout cas de la valeur, bah lui, il nous regarde et il a besoin de nous faire confiance. Donc la confiance, elle est absolument elle est palpable. Le problème que nous avons tous, en fait, si on prend un peu plus de hauteur, c'est effectivement la compétitivité de notre modèle européen. C'est que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est juste en train de découvrir que les fameux BRICS, on a rajouté récemment le S là, pour South Africa, l'Afrique du Sud, eh bien, effectivement, les Brésiliens, les Russes, les Africains du Sud, etc., enfin les BRICS, la Chine, l'Inde, évidemment, eux, ils ne sont pas du tout dans cette problématique de redéfinition de leur modèle. Ils sont en train de l'inventer, leur modèle. Et je veux donner un exemple, c'est les fameuses délocalisations. Nous, on le vit dans les services. Dans les services, quand on signe un contrat, se présente alors la question où opère-t-on ces services que nous avons signés. Et quand un travail peut être effectué en France à un taux journalier, pour simplifier, mettons de 100, pour rester en base 100, et qu'en Inde, au Vietnam, au Brésil, on peut diminuer le coût par 3 ou 4, ben, vous pouvez vous dire, je ne vais pas faire ça, je vais détruire de l'emploi en France, donc je ne vais pas faire ça. Ben oui, mais si vous ne le faites pas, il y a un concurrent qui va le faire. Et si ce concurrent le fait, et qu'il est allemand, et qu'il n'est pas français, ben vous avez juste perdu du business en France. Donc, la question qui se pose immédiatement aux entrepreneurs, dont je fais partie, c'est pas de refuser cette évolution du modèle, parce que ça, il est là, c'est de réfléchir à la façon de délocaliser quand on n'a pas le choix, mais tout en essayant de créer de la valeur. C'est intéressant de voir que les Allemands délocalisent ce qui a de la valeur, alors que nous, on délocalise plutôt ce qui n'en a pas. Ça mérite réflexion, parce que dans l'automobile, par exemple, les Allemands ont beaucoup délocalisé la conception et la fabrication de voitures à forte valeur ajoutée. Du coup, ils ont augmenté leur marge sur des véhicules qui dégagent beaucoup de marge, et cette marge, ils l'ont réinvestie en Allemagne pour créer de l'emploi. C'est pas stupide comme modèle. Nous, on a plutôt tendance à se dire, on coûte cher en France, plus cher, donc on va regarder ce qui a de la valeur intellectuelle, et puis, désolé de le dire comme ça, mais on va mettre à l'extérieur ce qui a moins de valeur parce que ça coûte moins cher. Bah, peut-être qu'on devrait commencer à se poser des questions, c'est peut-être pas le bon modèle, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas totalement fonctionné. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, vous avez raison, je pense que on a une problématique qui est double, c'est qu'il va falloir concurrencer de nouveaux entrants, et qui sont plus qu'entrants, et en même temps, il faut réinventer notre modèle. Et on n'a pas le choix.